Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que le corps est bien installé? On va prendre un tout petit moment, un moment de réflexion guidée, une posture dans laquelle vous êtes bien pour quelques minutes. Elle peut être méditative ou juste confortable. Quelques expirations un peu plus profondes pour que le corps se détende. Et en évoquant le souvenir d'un acte de générosité, un moment pendant lequel vous avez donné quelque chose de matériel, ça peut être de l'argent, de la nourriture, ou donner quelque chose d'immatériel, peut-être encore plus intéressant, rendu service, donner de votre temps, donner de l'attention, donner des mots de soutien, d'encouragement, apporter de l'aide, que ce soit une personne proche ou une personne moins proche. Un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité, que ce soit par la parole, par la simple présence, par un geste, par un acte. Et vous pouvez remonter aussi loin que vous voulez dans le temps. Où il y a peut-être quelque chose de très simple et de très récent qui vous viendra à l'esprit. C'est vraiment à votre imagination de choisir, à votre esprit de choisir. Est-ce que tout le monde a un moment de générosité à l'esprit? Si quelqu'un n'a pas encore trouvé, discrètement lever la main pour que je sache si je peux continuer. Ok. Alors en vous remémorant simplement, peut-être pour commencer, l'endroit où vous étiez. L'endroit où vous étiez quand vous avez eu ce mouvement de générosité. Toutes les circonstances, l'heure de la journée, les personnes qui étaient peut-être présentes autour de vous. Et en revivant ce moment, en revivant ce que vous avez fait, laissant les images, les impressions, le ressenti revenir,
comment vous sentiez-vous quand vous avez vécu ce moment de générosité et comment vous sentez-vous en y repensant maintenant? Comment vous décririez ce que vous sentez, la tonalité émotionnelle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plaisant, neutre? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? En appréciant. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Parfois c'est assez subtil, alors on va voir, on va faire un sondage à main levée. Pour qui, en évoquant ce souvenir, qui trouve que c'est agréable, ce moment? Ok. Plus ou moins subtilement, plus ou moins franchement. Qui trouve que c'est neutre? Ouais. Ça dépend parfois aussi du moment choisi. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce serait désagréable? Non. À part si on a vraiment eu l'impression par la suite de s'être fait complètement rouler dans la farine, ce qui arrive rarement. Alors, nous venons de collectivement démontrer que faire preuve de générosité nous fait nous sentir bien sur le moment et quand on y repense après coup. C'est simple, ça devrait l'être. Et donc, CQFD, le comportement éthique peut contribuer à nous rendre heureux. Et ça semble complètement bateau. Et en fait, ça l'est. Le problème étant que c'était une évidence, parce que justement, c'est bateau. C'était une évidence pendant des milliers d'années. Que le bon comportement, le comportement altruiste, éthique, ça rend heureux. Chez les bouddhistes, il y a la notion de karma qu'on connaît bien. Maintenant, c'est généralement des boissons ou des mélanges de quinoa déjà cuits. Mais enfin, à l'origine, c'était cette loi de cause à effet, le karma. Quand on se comporte selon la logique bouddhiste de façon éthique, il y a des conséquences concrètes. Hein. C'est pas seulement sur la vie après la vie, c'est dans cette vie-là, il y a des conséquences concrètes favorables. Hein. On reverra lesquelles tout à l'heure. Donc ça fait partie du chemin qui vise à nous débarrasser de la souffrance selon les bouddhistes. Donc la fin de la souffrance, c'est le début du bonheur, hein, je rappelle, si on veut formuler de façon un peu plus sexy. Dans l'Antiquité, on avait les stoïciens, pour lesquels c'était l'élément central pour une vie heureuse, pour une vie accomplie, l'éthique. C'était vraiment le point le plus important, autant que je l'ai retenu. Confucius disait pareil. Dans la tradition du bonheur qu'Aristote appelait le bonheur eudémonique, c'est vraiment une vie pleine de sens, hein, une vie accomplie. Aristote qui disait « Le bonheur est le bien le plus élevé, étant la réalisation et la pratique parfaite de la vertu. » Donc c'est vraiment clair. Pendant des milliers d'années, c'est clair. Et c'est pas que dans les traditions qui ne sont pas chrétiennes, parce que l'arrivée du christianisme n'a pas changé grand-chose. Saint Thomas d'Aquin disait exactement la même chose. Il y avait cette notion de l'éthique comme étant centrale pour le bonheur. Et patatras, la modernité, qui nous a apporté toutes ces choses fondamentales à notre bonheur, comme... bon, ça m'échappe, mais enfin, il y a en tout cas l'eau courante, tout à l'égout, et la médecine moderne. En tout cas, s'agissant du bonheur, on n'évoque plus la vertu, l'éthique, dans le contexte de la recherche du bonheur. C'est pas un instrument de psychothérapie. Vous trouverez pas de psychothérapeute, ou peu, qui vous diront, pour être plus heureux, soyez plus généreux, soyez plus altruiste, mentez moins. Enfin, c'est pas du tout dans la logique actuelle. On cantonne l'éthique à la religion et au droit. Donc c'est le code pénal
Et si on est religieux, c'est l'éthique, la morale qui fait référence dans la religion qu'on s'est choisie. Donc c'est une situation complètement anormale, historiquement. On est dans une période exceptionnelle où on ne traite plus l'éthique comme une façon d'être heureux. Et je ne veux pas faire de la sociologie, mais on peut se demander quelles conséquences ça peut avoir, en fait. Si on exclut complètement le comportement vertueux comme facteur qui nous rendra heureux, ça laisse plus de place aux autres facteurs dont on pense qu'ils vont nous rendre heureux. Par exemple, l'argent, qui est beaucoup plus présent dans la culture comme facteur de bonheur que la vertu. C'est presque un vilain mot, la vertu. Ouais. C'est comme la compassion qui est devenue un truc connoté religieux, alors que c'est une émotion basique. La vertu, c'est pas différent. Être vertueux, ça devrait pas être un mot moitié pédant, moitié louche. Mais ça l'est devenu. Alors, mettons quand même un peu à l'épreuve de la logique, puisque les bouddhistes sont toujours assez forts en logique. Pourquoi est-ce que bien se comporter va nous rendre heureux? Dans la logique karmique, il y a des conséquences concrètes positives. Donc, conséquences intérieures positives, simplissimes, absence de remords, absence de culpabilité, absence de honte. Ben oui, si on n'a rien, si on n'a pas nui à autrui, si on est à l'aise avec sa conscience, on est débarrassé de la présence de ces émotions-là qui sont, je ne sais pas si vous aviez remarqué, super désagréables. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si parfois vous avez des bouffées de remords liés à des événements qui ont parfois plusieurs décennies d'ancienneté. Mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Oh, c'est une morsure qui est très très désagréable. Il y a les conséquences intérieures positives et il y a les conséquences extérieures positives. Il y a de la gratitude autour de vous, il y a une absence d'animosité autour de vous. Le risque de mort violente par empoisonnement est fortement diminué, ce qui est appréciable, c'est un facteur de bonheur aussi. Et les bouddhistes ont cette expression magnifique que si on pratique une éthique stricte dans sa vie, on approche ce qu'ils appellent l'extase de l'irréprochabilité. C'est génial. C'est vraiment, on se réveille le matin et on a cette espèce de sourire comme si on était sous extasie parce qu'on n'a absolument rien à se reprocher. L'extase de l'irréprochabilité. La science valide discrètement. C'est-à-dire que on a des études qui montrent par exemple que des actes de générosité entraînent un petit boost dopaminergique, comme si on avait gagné à la loterie. La satisfaction un peu similaire qu'on peut avoir quand on a eu un geste généreux. On associe aussi le bonheur avec le fait d'avoir des valeurs éthiques fortes. Donc si on demande à des gens, est-ce que vous pensez que ça, c'est bien ou c'est mal, il faut le faire, il faut pas le faire, les gens qui ont des valeurs plus prononcées, qui sont moins indifférents, sont plus heureux. Donc il y a des liens. Même dans notre monde matérialiste, on en trouve. Qu'est-ce que l'éthique? Qu'est-ce qu'un comportement éthique? Là aussi, c'est pas très compliqué. Dans la version bouddhiste, qui me sert toujours un peu de référence, dans le noble chemin octuple, il y a la juste parole, donc dire la vérité, mais aussi ne pas monter les gens les uns contre les autres, pas de discours qui divisent inutilement les gens, ne pas être agressif, impoli, et je suis désolé, mais c'est dans le texte. Éviter de parler de sujets futiles, sans importance. Après, il faut replacer dans le contexte monastique. Il faut avoir une marge de tolérance peut-être un peu plus élevée quand on en sort. Il y a la juste action. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper.
Et il y a ce qu'ils appellent le juste mode de vie, donc gagner sa vie honnêtement. Éviter les postes de travail qui nous amènent à ne pas respecter les points précédents. J'ai vu récemment l'avocat d'un politicien français accusé d'avoir mis de l'ecstasy dans le verre d'une collègue pour abuser d'elle. Et j'ai vu les explications qu'il donnait pour expliquer la présence de l'ecstasy dans le verre, et je me suis dit, probablement que avocat, quand on prend on défend ce genre de client-là, c'est complexe de respecter strictement l'éthique bouddhiste traditionnelle, parce que là clairement c'était difficile. J'ai eu presque de la compassion pour lui, parce que c'était tellement invraisemblable. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer ça. Donc c'est pas facile dans certaines professions, et je pense que c'est un vrai problème parfois quand on se sent mal à l'aise dans son job. Parfois c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on contribue, ou il n'est pas aligné avec nos valeurs, ou que ça nous conduit à faire ou à dire des choses qui sont pas compatibles avec notre vision de l'éthique. À l'époque bouddhiste, il y avait une interdiction, notamment de gagner sa vie en vendant des armes, ou en tuant des animaux, ou en faisant le commerce d'êtres humains, puisque ça se faisait déjà à l'époque, beaucoup. Et évidemment, ce qui est interdit dans le code monastique, on peut aussi le formuler pour que ce soit plus attractif en version positive, en version active. Ça implique une pratique active du pacifisme, de la communication non violente, si on veut prendre des choses modernes. C'est aussi cette idée-là. La générosité, chercher à rassembler, faire un métier, des activités qui contribuent à un monde meilleur. Voilà, il y a on peut le voir aussi de façon plus positive. Donc il y a caché derrière l'austérité du code monastique une forme d'idéalisme qu'on peut trouver aussi. Et comment est-ce qu'on pratique cette éthique-là, sachant que de toute façon, on essaye tous de le faire, mais ce qui est intéressant dans une approche de pleine conscience, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est justement d'utiliser notre pleine conscience pour apprécier ce que vous avez fait là. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, de sentir la subtile satisfaction sur le moment. Et quand vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas 100% en accord avec vos valeurs, de sentir aussi le côté déplaisant, juste reconnecter le comportement éthique au bonheur que ça nous apporte, et le sentir. Et les toutes petites choses, je peux pas vous... un exercice que je fais, parce que j'ai été traumatisé quand je travaillais dans la réinsertion professionnelle, où il y avait tous ces gens qui défilaient, qui étaient à l'aide sociale, et puis qui disaient, moi je suis prêt à faire n'importe quel métier, n'importe quel emploi, je prends tout, sauf le télémarketing. Et il y a au moins 10 personnes qui m'ont dit ça à la suite. Et je me suis dit, mais ça doit être horrible, parce qu'ils étaient prêts vraiment à faire n'importe quel... Alors, sa licence, ça me dérange pas. Si ça me casse le dos à la fin de la journée, ça me dérange pas, mais pas le télémarketing. Et donc, j'ai compris que le télémarketing, c'était horrible. Pour la personne qui appelle et qui se fait raccrocher au nez une fois sur deux, engueuler l'autre fois sur deux. Et donc, j'ai cette petite pratique de compassion active, de générosité, quand... Malheureusement, je dois être sur une mauvaise liste, je sais pas, je suis assez souvent appelé. Et je décroche et je dis, écoutez, bonjour, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je sais que vous faites un métier extrêmement difficile, je sais que c'est super dur, donc j'aimerais, mais sincèrement, du fond du cœur, vous souhaiter une très très belle journée malgré tout. Et, alors, une fois sur 5, on me raccroche au nez pendant que je suis en train de dire mes trucs gentils, je rentre. Okay. Il faut pas s'attacher au résultat. Et puis de temps en temps, il y a eu un silence de 2 secondes, puis la personne qui me dit « Merci beaucoup, monsieur. » Parce que j'entends pas ça souvent, puis j'en avais bien besoin aujourd'hui. Voilà, puis c'est un échange
qui, à la base, devait être hyper insatisfaisant pour les deux parties, et puis qui devient satisfaisant pour moi, parce que j'ai cette subtile gratification d'avoir fait une bonne action dans ma journée. Et puis pour la personne au bout du fil, parce qu'elle a eu une expérience un petit peu moins pourrie que d'habitude. Donc, c'est multiplier les occasions d'apprécier le bien que ça nous fait, en fait, et de le remettre dans le contexte d'où ça n'aurait jamais dû sortir, du bonheur, et sortir un peu du contexte moral, et à quel point vous aurez vos pourcentages remplis pour aller au paradis, ou combien d'années de purgatoire vous attendent. Et c'est ce qui est différent dans l'approche bouddhiste, qui la rend peut-être plus compatible avec le développement personnel, et c'est pour ça qu'elle est reprise, c'est qu'il n'y a pas ce jugement extérieur venu d'un être supérieur, il y a juste la conséquence concrète dans cette vie-là, et pour eux, dans les suivantes aussi, des actions plus ou moins éthiques. Je pense que ça peut brouiller nos perceptions d'avoir l'idée d'une punition divine derrière tout ça. C'est plus simple de déjà se poser la question des conséquences dans notre vie présente. Il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux dans l'éthique. Et on peut renforcer les uns et chercher, en tout cas, à atténuer les autres, parce que c'est souvent multigénérationnel. Ça se transmet à travers les générations. Dans les tribunaux, on va souvent chercher les circonstances atténuantes dans le passé. Comment les gens ont été maltraités dans leur enfance. Et on pense que ça permet pas de justifier, mais de comprendre leur propre violence. Et c'est vrai. C'est vrai que la violence nourrit la violence, qu'on hérite un certain nombre de pratiques éthiques, qu'on en reçoit un certain nombre, et que ça va nous influencer. On voit d'ailleurs très bien en ce moment avec le conflit actuel au Proche-Orient, où il y a ce cercle vicieux où chacun marque le début des hostilités à un endroit différent pour apparaître comme étant celui qui répond plutôt que celui qui initie. Et c'est vieux comme le monde. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que notre capacité à être aujourd'hui généreux, bienveillant, va souvent trouver sa source ou son inspiration dans comment on a été traité dans le passé, dans notre enfance, les exemples qu'on a reçus de comportements éthiques, de gentillesse, de bienveillance. Et ça nous donne l'envie de la faire circuler plus loin, de ce qu'on a apprécié, ce qu'on a reçu, on a envie de le donner aussi. Et j'ai un exemple littéraire sur comment la façon dont on est traité, le modèle éthique qu'on reçoit peut changer la trajectoire d'une personne. Il y a un personnage littéraire qui est typique de ce pouvoir rédempteur de l'éthique. C'est Jean Valjean, qui est victime d'une injustice, qui vole. Est-ce que c'est je sais plus si c'est un abbé, quelqu'un se rappelle? Un cardinal? Un prêtre. Et donc, il est arrêté avec l'argenterie du prêtre. Et quand il est ramené par la police devant le saint homme dit non, c'est bon, je lui avais donné. C'est un cadeau. Mais il lui dit aussi, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit dans le texte. Et il y a ce pouvoir de le comportement éthique généreux qu'on reçoit nous change, nous affecte. Je me rappelle d'un vendeur du Macadam Journal, quand j'étais barman dans un café, qui à la fin de sa journée d'avoir vendu le macadam faisait preuve d'une générosité hallucinante envers toutes les personnes dans le café. Il donnait tout ce qu'il avait. Et j'avais vraiment l'impression que la générosité des autres lui brûlait les doigts. Qu'il avait tellement reçu pendant la journée qu'il avait envie de transmettre, de donner aussi, même s'il n'avait pas beaucoup à donner. Et une façon d'honorer ce cercle vertueux, d'honorer en fait la générosité qu'on a reçue, c'est dans la pratique de la gratitude qu'on peut la trouver. Et je voulais vous proposer quelques minutes de gratitude
guidé. On s'assure que le corps est détendu, une expiration un peu plus profonde. Et on évoque une personne dans notre présent ou dans notre passé qu'on aurait très envie ce matin de remercier pour sa gentillesse, pour sa générosité, pour sa bienveillance envers nous. Laissant votre cœur choisir qui est-ce que vous auriez envie de remercier ce matin. Quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de la place, vous pouvez imaginer qu'elle est à côté de vous, en face de vous, ou simplement en l'imaginant, la rendant aussi présente que possible. Et en prenant le temps de formuler vos remerciements pour cette personne, de lui dire intérieurement merci quoi, formulant avec votre voix intérieure toutes les petites, les grandes et les très grandes raisons pour lesquelles vous pourriez remercier cette personne ce matin. Quand vous avez évoqué quelques-unes des raisons pour lesquelles vous pourriez remercier cette personne, laissant cette gratitude s'exprimer intérieurement, silencieusement. Ça peut être un ressenti, une chaleur intérieure, une expression sur votre visage, peut-être un dernier merci intérieur, et en laissant cette gratitude résonner, s'exprimer intérieurement dans le silence.
et en appréciant ce que c'est que la gratitude. Pour qui est-ce que cette gratitude dans le silence correspond à un ressenti précis que vous avez identifié, un ressenti physique ou émotionnel qui était là, qui avait quelque chose? Okay. Parfois c'est très discret. Pour qui est-ce que c'était tendanciellement, j'enfonce volontairement des portes ouvertes, mais posez-vous quand même la question, tendanciellement agréable, cet état de gratitude, cet état mental, hein, parce que il peut y avoir une ambiguïté parfois liée à notre culpabilité. Si on pense à une personne disparue, parfois on la remercie, puis après on se dit oui mais moi j'aurais pu, j'aurais dû. Donc parfois on sent que notre vie émotionnelle prend cette direction, puis c'est normal évidemment. Il peut y avoir une part de chagrin aussi. Mais c'est un état d'esprit profondément sain, hein, la gratitude. Et il n'y a pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps pour que ça renforce notre capacité à l'éprouver. C'est comme pour la bienveillance en fait, c'est comme des sillons qu'on creuse. À chaque fois qu'on considère ces états d'esprit-là, on les renforce, on les rend plus disponibles, ils sont plus faciles à éprouver, à attraper. Et comme je le dis souvent, c'est une façon, pour moi, la façon la plus psychologiquement saine d'évoquer la mémoire de personnes disparues. Je fais de la gratitude autant avec des personnes bien vivantes qu'avec des personnes disparues, mais comme façon de penser aux personnes que j'aimais qui ne sont plus là, sans que ça m'entraîne dans un chagrin et que ça me fasse me focaliser sur les choses importantes, c'est-à-dire ce qu'elles m'ont donné. J'ai pas trouvé plus jolie manière de nourrir et d'alimenter un beau deuil en fait, et ça permet comme la compassion, je trouve. Il y a des états qui nous permettent de nous saisir de quelque chose qui peut être difficile. Et le deuil c'est difficile, et la gratitude nous permet de nous en saisir d'une façon qui va pas nous nuire, hein, qui va plutôt nous faire du bien. Et c'est la même chose avec la compassion. Quand quelqu'un souffre beaucoup autour de nous, ça nous permet d'être en relation avec cette souffrance d'une façon qui est touchante, qui peut nous faire un effet fort, mais qui va pas avoir le même impact sur nous que la tristesse, le chagrin, la culpabilité, la colère, etc. Alors évidemment, il y a le cercle vertueux, et ce qu'on a reçu, on s'en rappelle par la gratitude, et puis on nourrit notre conscience de l'importance de cette générosité pour nous. Et il y a les cercles vicieux, d'ailleurs le mal qu'on nous a fait aussi. Et comment est-ce qu'on atténue l'impact de ces cercles-là sur nous? Je dois vous parler un peu, pas trop longuement parce que je pourrais en parler très très longtemps, du pardon. Le pardon qu'on peut approcher de deux manières dans la méditation. Il y a une méditation du pardon, une pratique formelle. On peut le faire un petit peu par la bienveillance, en invitant des gens difficiles dans notre méditation de bienveillance, et puis en appréciant comment ça se passe quand on les invite. Hein. Il n'y aura pas la même sincérité qu'avec des personnes adorables, mais on peut tester notre capacité à faire preuve de bienveillance pour les personnes qui nous ont fait du mal. Quel est l'intérêt de pardonner? Belle citation. C'est une de ces citations que j'adore parce qu'en fait, elle est parfaitement correcte. Elle exprime une vérité implacable. La rancune est un poison que l'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre. Et c'est génial. C'est exactement ça. Si je lui en veux encore un peu plus, il va sûrement lui arriver un truc. Non, c'est non.
Donc, il faut clarifier, faut être clair. Prendre la direction du pardon, c'est totalement égoïste. Hein. On n'est pas dans une logique juridique. C'est pas permettre à la personne qui nous a fait du mal de mieux s'en sortir. On pense qu'à nous. Et la question n'est pas est-ce que cette personne mérite que je pardonne, c'est est-ce que moi je mérite que je pardonne à cette personne. Hein. C'est une approche qui est vraiment différente. Comme le dit Catherine Ponder, quand vous avez de la rancune pour quelqu'un, vous vous liez à cette personne par un lien émotionnel qui est plus dur que l'acier. Et le pardon est la seule manière de dissoudre ce lien et de vous en libérer. C'est pas mal. Ça ne veut pas dire que ce soit facile. C'est simplement d'avoir une perspective claire sur le bien ou le mal qu'on y trouve soi-même. Et ensuite, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a une première remarque importante, c'est que c'est un travail qui se fait en priorité à l'intérieur de soi. Et c'est hyper important parce que ça implique pas de changer sa relation avec la ou les personnes en question. On n'a pas à leur envoyer des cadeaux à Noël ou des petites cartes. On dit je t'ai pardonné, voici des chocolats. Non, pas du tout. C'est un processus qui peut n'être qu'intérieur en fait. Et on peut ne travailler que sur soi et pas du tout dire quoi que ce soit, communiquer quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec la bienveillance absolument accidentellement, où j'avais une personne vraiment bien difficile, que j'arrivais jamais à inviter, même comme personne difficile. Et puis, à un moment, j'ai eu l'envie, je sais pas, l'inspiration de la mettre dans cette catégorie-là. Et c'était une méditation passable, voilà, avec pas beaucoup de sincérité, mais au moins je posais l'intention que je souhaitais à cette personne-là d'être heureuse, etc. Et puis, quelques temps plus tard, tout aussi spontanément, j'ai eu l'envie de la mettre dans la catégorie des personnes neutres. Ce qui est faux, hein. Normalement, c'est une catégorie qu'on réserve à des personnes qu'on connaît pas bien, le postier du quartier, voilà, des gens qu'on croise mais qu'on connaît pas. Mais j'ai eu l'envie de la mettre là. Et puis, un peu plus tard, je l'ai mise dans la catégorie spontanément des personnes proches. Et je me dis, en fait, c'est là qu'elle est. C'est là qu'elle aurait dû être. C'est sa place. Et en fait, il y avait un processus de pardon lié à la méditation de bienveillance qui s'est fait complètement intérieurement, et je l'ai pas appelé pour le lui dire. C'était dans mon cœur que ça avait changé. Et par la suite, ma relation avec cette personne a aussi changé. Mais c'était pour moi extrêmement sécurisant de se dire que on n'est pas obligé de convoquer les gens qui nous ont fait du mal à une commission vérité et réconciliation. On peut faire ce petit travail intérieur au chaud dans la sécurité de notre méditation, et puis voir ce qui se passe et laisser le travail se faire. La deuxième remarque importante, est hyper importante. Je pense que c'est un obstacle majeur. Pardonner, le processus de pardonner, ça n'implique pas de pardonner les actions, mais de changer notre relation aux auteurs. Et c'est extrêmement important. Parce que sinon, on peut pas. Sinon, c'est souvent pas faisable. Si on se focalise, si on pense que ça implique de pardonner des actions, on a cette impression parfois que pardonner une personne, ce serait aussi nier la gravité de ce qu'on a subi. C'est un blocage important. Donc les actions peuvent être et peuvent rester impardonnables. Par contre, la relation qu'on a, intérieure ou extérieure, on l'a avec des gens, pas avec des actes. Et les actions restent figées dans le passé, alors que les personnes sont dans le présent. Et la rancune ne marche pas, dans le sens qu'elle peut pas agir sur le passé pour le changer. J'aime beaucoup cette phrase abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Voilà. Ça marche pas. Sur le plan pratique, c'est bon. Sur le plan pratique, il y a une méditation du pardon qui implique de prendre une direction intérieure, un peu comme pour la bienveillance. Donc c'est pas un état qu'on atteint, le pardon. C'est une direction qu'on prend. Donc on prend cette direction, et puis suivant les jours, suivant les instants, on sera plus ou moins loin, plus ou moins proche de ce qui serait cet état du pardon. Peut-être qu'on l'atteint jamais, mais
on en prend la direction, consciemment. Il y a une méditation spécifique qui est bien faite. Il existe un enregistrement dans l'application sur le site. On demande d'abord pardon en pensant à quelqu'un à qui on a causé du tort dans la méditation. Et il y a des phrases pour lui demander pardon. Et c'est pas mal de commencer par là, pour se rappeler que nous aussi, on est en situation d'avoir envie d'être pardonné. On se pardonne à soi-même pour le mal qu'on s'est fait à soi-même, et c'est aussi une étape importante. Et c'est seulement ensuite qu'on tourne notre intention vers la personne qui nous a fait du mal, et où on formule qu'on lui pardonne. Donc il y a un enregistrement, c'est une pratique qui est intéressante, mais il faut commencer petit. Il faut pas prendre, c'est comme pour la personne difficile dans les méditations de bienveillance, je dis toujours, ne pensez pas à the big one pour commencer. Prenez quelqu'un, le voisin qui vous a dénoncé parce que votre arrosage automatique était ouvert, voilà. C'est un bon point de départ. Et la bienveillance peut aussi remplir ce rôle. Le pardon a ses champions olympiques. Et vous verrez pourquoi le pardon, je le mets dans l'éthique, parce que c'est une question pour beaucoup de gens de comportement qu'on adopte, pas d'émotion qu'on ressent. Et j'en avais parlé la semaine dernière, c'est cette communauté Amish dont une classe de petites filles a été touchée par un de ces tireurs américains de masse. Donc il y en a plusieurs qui sont mortes, plusieurs qui ont été très gravement handicapées à vie. Et la mère du tueur qui vivait dans la communauté Amish, il n'était pas Amish ni l'un ni l'autre, mais il vivait au même endroit, s'est attendu à ce que elle puisse plus jamais regarder en face ni parler à ses voisins. Et le jour immédiatement après en fait l'assassinat de ses enfants et le suicide du tueur, la communauté, des membres de la communauté sont venus chez elle et lui ont dit qu'ils lui pardonnaient, des parents, et sont venus aux funérailles de son fils et lui ont offert leur soutien dans son deuil, au point que des années plus tard, elle continue, elle, de prendre soin une fois par semaine d'une des filles handicapées, et qu'elle joue avec elle, qu'elle s'occupe d'elle. Donc, quand on pense à la quantité de destruction qui est causée par un acte comme celui-là, et l'impact logique qui est la colère, la séparation, la haine, cette décision éthique de cette communauté Amish, qui n'avait rien à voir, même c'est pas des saints, leur vie émotionnelle, elle n'était pas tournée vers le pardon, à mon avis, à moins vraiment qu'ils aient un niveau spirituel particulièrement élevé, c'est pas possible. Donc c'était une décision éthique, c'était pas une décision émotionnelle. Ils ont dit, on sait où conduit le pardon, et on veut aller là, donc on va lui pardonner, et on va agir dans ce sens-là, on va agir dans le sens de la soutenir, d'aller aux funérailles, d'être présent pour elle. C'est une décision éthique, et les fruits, ce que toute la communauté et la mère du tueur disent maintenant, c'est que les fruits sont extraordinaires, qu'elle puisse être dans l'intimité d'une famille touchée par l'acte de son fils, et qu'elle ait des relations cordiales, très proches avec certaines de ses familles, c'est une conséquence extraordinaire de cette décision éthique-là. Donc, le potentiel pour être plus heureux et pour que les gens autour de soi soient plus heureux de l'éthique est énorme. Et je pense que c'est important de recommencer à le reconnaître après l'avoir oublié pendant un certain temps avec notre modernité. Voilà. Une petite méditation de bienveillance si ça vous va.
Et ça commence toujours par un corps détendu parce que la bienveillance va bien avec le confort. Donc, quelques expirations. À chaque expiration, là où votre corps a besoin de bien-être, de détente, il peut en prendre, expiration après expiration. Est-ce que vous êtes bien, peut-être en vous offrant encore une expiration pour être mieux ? En invitant une personne capable d'une grande bienveillance pour vous. Personne du présent, une personne du passé qui vous veut du bien, qui vous a voulu du bien. Personne qui pour vous incarne bien cette qualité de bienveillance. Première qui vous viendra à l'esprit peut-être. Laissant cette personne être présente, en imagination prendre de l'espace. En appréciant sa présence. Et en la laissant vous souhaiter ce que vous avez peut-être besoin qu'on vous souhaite aujourd'hui. Laissant cette présence, cette personne bienveillante, vous souhaiter ce que vous avez besoin qu'on vous souhaite. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'elle vous souhaite? Et ce qu'elle vous a souhaité, vous pouvez le prendre pour en faire une phrase de bienveillance que vous pourrez vous adresser à vous-même, adresser à d'autres aussi. Formulant un « je me souhaite » avec ce que vous avez entendu ou celui qui vous convient. Qu'est-ce que vous vous souhaitez ?
Et la phrase que vous avez choisie, en la répétant intérieurement à un rythme qui soit naturel pour vous, en l'adressant à la partie de vous qui peut l'entendre et l'accueillir, laissant un peu d'espace entre deux répétitions pour que la phrase résonne, mais pas trop d'espace pour ne pas perdre cette attention bienveillante. Évoquant une personne à laquelle vous auriez envie de souhaiter la même chose. Quand vous avez cette personne à l'esprit, lui donnez de la place et en lui adressant la même intention, je te souhaite. Prenant conscience des présences des personnes autour de vous, dans cette salle et au-delà. Et en adressant aux personnes autour de vous la même intention, je vous souhaite, je nous souhaite, ce qui convient pour vous. Avec à chaque fois conscience des mots et de l'intention qui porte les mots.
Et cette intention bienveillante, en la laissant s'exprimer silencieusement et rayonner partant de vous, tout autour de vous, comme une flamme, peut prendre la forme d'un ressenti dans votre corps, d'une expression sur votre visage, ou simplement de cette intention silencieuse qui se diffuse autour de vous, de bienveillance pour les personnes tout autour. Durant ces 5 dernières minutes, la densité de l'amour a dépassé celle du CO2. Je vous félicite. C'est bien. Ce fut un plaisir et un honneur pour moi que de passer ce moment avec vous. Le prochain, je crois que ça a lieu plus tôt dans le mois, si je ne me trompe pas. 17, c'est ça, décembre.